voyez, il est bien, en fait, il est bien comme il est chez sa mère, un peu. Donc, excusez la rue, je vais prendre plus. Alors, Bonjour à tous. Vous propose de démarrer tout doucement pour permettre aux derniers de se connecter. Donc, bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau 1 heure pour l'autonomie. Aujourd'hui, on est rassemblés pour vous parler de la prestation de compensation du handicap, de la PCH. C'est un sujet complexe qui n'est pas simple à présenter en 1 heure, mais mon collègue Guillaume Duhamel, chargé de mission PCH, a accepté de relever le défi pour vous. De cette présentation découlera l'organisation d'un réseau autonomie spécial PCH qui est planifié le 23 juin prochain, où là, où nous aurons 3 heures pour développer le sujet. Avant de lui céder la parole, je vous rappelle que dans le chat, vous avez toutes les informations pratico-pratiques concernant la FAQ et la transmission du support. Je vous rappelle aussi que la vidéo et que la présentation est enregistrée. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître sur l'enregistrement, on vous invite à désactiver votre caméra. Et Guillaume, si tu veux bien, je te cède la parole. Merci Emeline. Est-ce que vous m'entendez bien? Pas beaucoup. Pas beaucoup. Je vais essayer de me rapprocher. C'est mieux comme ça? Oui. Parfait. Donc, bonjour à tous. Oui, merci d'être présents pour cette heure pour l'autonomie sur le sujet de la prestation du handicap. Donc, l'heure qui va suivre va être consacrée à la prestation, à la présentation de la prestation, ainsi qu'à la présentation de sa logique d'évaluation pour permettre de mieux comprendre la prestation et de vous aider sur ce sujet dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Alors, je vais, sans attendre, commencer. Je vais laisser peut-être d'autres comme moi faire entrer les gens, parce que comme le précisait Emeline, le sujet est assez vaste à traiter pour 1 heure. Je vais essayer de relever le défi et de tenir cette heure. Donc pour commencer, une première diapositive en introduction, par un court rappel concernant la loi du 11 février 2005, avant tout parce que c'est cette loi qui a créé, en remplacement de la CTP, la PCH et qui introduit ce principe à l'époque nouveau du droit à la compensation. Donc ce droit à la compensation, on va le voir et j'insiste tout de suite sur ce point, il ne se limite pas à la PCH. Au contraire, il a vocation à être bien plus large et à inclure notamment des réponses de droit commun, ce qui est une des difficultés dans l'évaluation et la réponse de la PCH, étant donné que la PCH, encore une fois, n'est pas le seul dispositif à répondre à ce droit à la compensation. Cette loi du 11 février 2005 codifie également une définition de handicap qui permet d'entrer dans le champ du handicap. Je ne reviens pas sur cette définition, j'imagine qu'elle vous a déjà été présentée, mais elle constitue véritablement la première étape de toute évaluation, notamment celle de la PCH. Cette loi amène aussi le pendant du principe de compensation, celui d'accessibilité, on dira aujourd'hui plus davantage inclusion, qu'on va évoquer dans la diapositive suivante. Donc les principes d'évaluation généraux, si je puis dire, du droit à la compensation. Et avant tout, comme je l'évoquais dans la diapositive précédente, rappeler que le modèle voulu par la loi de 2005 est une société qui soit avant tout accessible, inclusive encore une fois, et c'est à défaut de pouvoir permettre cette accessibilité que la mise en œuvre d'un droit spécifique comme celui de la PCH au titre de la compensation doit se faire. Donc, ce qui implique dans nos logiques d'évaluation de la PCH de se poser avant tout la question du droit commun. Je vais prendre un exemple pour illustrer, par exemple un besoin de transport, une personne qui est en fauteuil roulant pour, sans raison, pour une paraplégie par exemple, qui souffre de paraplégie, qui vit en ville, qui a besoin de se déplacer et qui est en capacité de prendre les transports en commun adaptés. L'évaluateur va avant tout interroger cette possibilité de mise en place du droit commun, de mise en place d'une solution de droit commun. La réflexion
sera différente si, pour cette même personne, elle habite dans une zone où l'accès du transport en commun, par exemple, n'est pas rendu possible ou si le trajet est trop complexe par rapport aux difficultés qu'elle rencontre. Donc encore une fois, voilà, c'était pour illustrer que l'évaluateur doit se poser en 1er lieu la question du droit commun avant de, penser à cette réponse spécifique au titre de la PCH. Un autre principe, général de l'évaluation de cette réponse au titre de la compensation est la question du surcoût. Cette question du surcoût, elle est centrale à l'ensemble de l'évaluation de la compensation et elle est de savoir, en fonction, du besoin qui nous est présenté, quel est le surcoût par rapport au coût que devrait supporter une personne du même âge qui ne présente pas de déficience. Là aussi, je vais prendre un exemple pour expliquer, cette notion de surcoût. Une personne qui, présente par exemple une agénésie du membre supérieur droit, donc qui n'a pas, de bras droit, qui est né sans bras droit et qui a besoin d'un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail et qui nous présente le devis, d'achat d'une voiture avec une boîte de vitesses automatique. La réflexion va être que toute personne a besoin, d'un moyen de transport pour aller à son travail. L'achat du véhicule n'est pas donc en soi un surcoût en lien avec le handicap. Par contre, la présence de la boîte automatique qui, dans notre société, en tout cas en France, n'est pas encore la norme, elle est bien rendue indispensable par la situation de handicap et répond donc bien à la définition du surcoût. Et une participation à ce surcoût est effectivement possible au titre de la PCH. Voilà pour illustrer cette question du surcoût et c'est encore une fois une question qui sous-tend toute l'évaluation, de la PCH. Alors, après avoir évoqué ces principes généraux et avant d'aborder les critères d'accès spécifiques à la prestation, je voulais faire un tour d'horizon, si je puis dire, des besoins auxquels peuvent répondre la PCH, en rappelant avant tout 3 règles qu'il faut toujours garder à l'esprit concernant la PCH. C'est que pour chaque élément que je vais vous présenter, il y a des critères propres, des critères d'accès à ces éléments, des critères qui permettent l'octroi de ces éléments et pour chaque élément, il y a des règles de financement propres. Deuxième règle, c'est que ces règles justement incluent systématiquement un reste à charge pour la personne. La conception de la PCH a été faite de telle manière que le législateur a voulu pour chaque élément laisser un reste à charge à la personne. Et enfin, autre élément, commun à l'ensemble des éléments de la PCH, c'est, le fait que la PCH soit subsidiaire aux aides et donc au financement de la sécurité sociale. Autrement dit, si un financement au titre de la sécurité sociale est possible, la PCH ne pourra intervenir qu'après ou n'interviendra pas du tout en fonction du besoin concerné. Et donc la PCH, on va le voir, est une prestation qui peut répondre à un besoin d'aide humaine dans son premier élément, à un besoin d'aide technique dans son deuxième élément, à un besoin d'aménagement du logement, du véhicule ou des surcoûts liés au transport dans l'élément 3. Elle va répondre à des charges spécifiques ou exceptionnelles liées au handicap, on verra ce que c'est plus précisément, et elle peut répondre également à un besoin d'aide animalière dans son élément 5. Et donc, je vais commencer par présenter ce que peut reconnaître l'aide humaine. Donc, au titre de l'aide humaine, la PCH va effectivement pouvoir répondre aux besoins de la personne, un besoin d'aide humaine, notamment dans la toilette, l'habillage, l'élimination, la prise des repas, l'aide au déplacement, la surveillance régulière sous conditions particulières, notamment le fait de s'exposer à un danger du fait d'une altération psychique, mentale ou cognitive. Elle va pouvoir répondre à de la participation à la vie sociale, on le verra plus en détail, à de l'aide à la communication au déplacement pour les déficients visuels ou auditifs, par des forfaits, on le verra également. Elle va pouvoir répondre à une aide en lien avec la parentalité et elle va pouvoir répondre à du soutien à l'autonomie. C'est pareil, on verra à quoi ça correspond. Mais comme je vous ai dit, il y a un reste à charge pour la personne systématiquement. Il y a des activités qui ne sont pas reconnues et du coup, ce n'est pas pour un certain nombre d'actes, notamment la PCH ne reconnaît toujours pas les activités ménagères. Ce qui est une difficulté, alors avant tout pour la personne en situation de handicap et pour l'évaluateur forcément qui évalue la situation. Pourquoi
Alors pourquoi c'est une petite parenthèse, avant de continuer, pourquoi la PCH ne reconnaît pas forcément tout? Parce que le législateur a constitué que d'autres dispositifs pouvaient répondre. Par exemple, en ce qui concerne les actes ménagères, l'aide sociale peut répondre à ce besoin. Cela étant dit, sous d'autres conditions, et cetera. Donc ce qui complique effectivement l'évaluation. La PCH peut répondre dans son deuxième élément, je le disais, à des besoins d'aide technique. Donc, je ne vais pas tous les détailler, mais ça va par exemple pouvoir permettre d'aider à financer des aides dans la mobilité, dans la communication par exemple. Et ici aussi, pour les aides techniques, certaines choses seront exclues, notamment l'aménagement du poste de travail ou l'achat d'équipements d'utilisation courante. La PCH va pouvoir aider au financement d'un aménagement de logement également, pour permettre d'accéder notamment à ce logement, pour accéder aux équipements. Là encore, tout ne sera pas pris en charge. Toujours dans son troisième élément, la PCH peut participer à un surcoût en lien avec les transports, soit par le financement d'un aménagement de véhicule, soit par la participation d'un surcoût concernant un trajet fréquent et régulier. Là encore, certaines choses ne seront pas prises en compte. Si vous le souhaitez, je vous laisse faire regarder en détail ces diapositives un peu plus tard. Dans son élément 4, la PCH permet une participation au surcoût de tout ce qui peut répondre à la question du surcoût et qui n'est pas pris en charge par un autre élément de la PCH. Par exemple, dans cet élément de 4, il ne pourra pas être question d'aide humaine qui répond à la définition de l'aide humaine au titre du premier élément ou d'aide technique qui répond à la définition d'aide technique au titre du deuxième élément, etc. Et donc, c'est pas possible, il n'y a pas possibilité de faire de liste exhaustive, mais ça peut être notamment des frais liés à l'incontinence, par exemple, donc des changes, des frais liés, des frais liés à, une télé, à un abonnement de téléalarme, etc. Et dans le dernier élément, la PCH peut donc reconnaître une participation aux frais d'entretien d'un chien guide d'aveugle. Donc je parle de participation aux frais d'entretien puisque l'animal en lui-même est financé par d'autres dispositifs, par, par une aide de la sécurité sociale, si je ne me trompe pas. Donc, quoi qu'il en soit, la PCH n'interviendra pas sur le financement du chien, mais ce qui constitue un surcoût, c'est bien les frais d'entretien de ce chien guide et c'est ce à quoi vise cet élément 5 de la PCH. Donc voilà pour ce tour d'horizon de ce que peut reconnaître la PCH. Et on va maintenant s'attarder du coup aux critères d'éligibilité à la prestation. Ça, essayer de comprendre comment on peut prétendre à la prestation en voyant d'abord des critères administratifs et ensuite des critères en lien avec la situation de handicap. Le premier critère est celui de l'âge. Donc, il faut avoir été éligible ou avoir présenté les critères d'éligibilité avant l'âge de 60 ans. C'est vraiment cet âge de 60 ans qu'il faut retenir. Et le fait, donc c'est pas pour autant qu'on ne peut pas être éligible après 60 ans, mais ce que nous dit le critère, c'est qu'il faut avoir présenté les critères d'éligibilité avant 60 ans. Indépendamment du fait que la pathologie soit présente avant l'âge de 60 ans. Je m'explique par un exemple. Une personne qui est âgée de 58 ans et qui est atteinte d'une maladie neurodégénérative, comme la maladie d'Alzheimer par exemple. Si cette personne présente des troubles cognitifs dont les répercussions permettent d'accorder les critères d'accès à la PCH, qu'on verra ensuite, avant l'âge de 60 ans, il sera possible d'accorder la prestation, même si la demande est déposée après l'âge de 60 ans. Inversement, si l'impact des troubles n'est pas suffisant pour retrouver les critères avant cet âge de 60 ans et que les difficultés s'expriment après l'âge de 60 ans, même si la pathologie était présente avant cet âge, il ne sera pas possible d'accorder la PCH. Autrement dit, on ne s'attache pas réellement à la présence de la pathologie avant l'âge de 60 ans, mais bien à l'expression de celle-ci, aux difficultés que rencontre la personne du fait de cette pathologie.
Par contre, si la personne est toujours en activité professionnelle, même au-delà de l'âge de 60 ans, elle peut être reconnue éligible indépendamment du premier critère d'âge. Et pour les enfants, donc en sachant que, à la MDPH, c'est un petit peu particulier, le pour nous, enfants, c'est moins de 20 ans. Pour les enfants, un enfant peut bénéficier tout à fait de la PCH, à condition d'être éligible à un complément d'A2EH. Le deuxième critère administratif est en lien avec un critère de résidence, donc il faut résider de façon stable et régulière en France. Ce que veut dire stable, c'est, comme la diapositive l'indique, c'est qu'on prend en compte le domicile de secours, c'est-à-dire qu'il faut, avoir élu un domicile de secours dans le département depuis plus de 3 mois. Et il faut, régulière veut dire que, la PCH n'est pas attachée à la nationalité française, mais il faut être en situation régulière, donc avoir un titre de séjour valide, heu, au moment de la demande, pour bénéficier de la prestation. J'en ai déjà parlé, pour bénéficier de la PCH, il faut répondre bien évidemment à la définition, du handicap posée par la loi de 2005, donc je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, très rapidement, c'est une définition qui met en rapport une limitation d'activité avec une altération, de fonction, qu'elle soit physique, sensorielle, et cetera, et cetera. Si on n'a qu'un des 2 éléments, si on a la limitation mais pas l'altération, on ne répond pas à cette définition. Inversement, si on a d'altération sans avoir de limitation, on n'entre pas non plus dans le champ du handicap. Deuxième critère en lien avec le handicap qui n'est pas spécifique à la PCH, il faut que les difficultés qui nous soient présentées soient définitives ou d'une durée prévisible d'au moins 1 an. Mmh, donc pour illustrer, je vais prendre l'exemple d'une personne qui se casse le col du fémur. Donc, on va le voir, sur le moment, elle va présenter, des difficultés. On va le voir, elle sera même éligible à la prestation si on ne prenait pas en compte ce critère, puisqu'elle n'arriverait pas à marcher. Mais très rapidement, au bout de quelques semaines, elle retrouvera une capacité à la marche tout à fait, tout à fait normale, et du coup, elle remplira pas ce critère de prévisibilité de limitation, et donc n'entrera pas, dans le champ des prestations au titre du handicap. Donc voilà pour ces premiers critères, en lien avec, avec, ces premiers critères administratifs et ces premiers critères en lien avec le handicap, et on va voir maintenant les critères en lien avec la situation de handicap qui sont propres à la PCH. Et donc, pour ouvrir droit à la PCH, on va le voir, la question va être de savoir si, dans un référentiel d'activité, qu'on verra ensuite, la personne présente une difficulté absolue pour la réalisation d'une des activités, ou au moins 2 difficultés graves parmi, ce référentiel d'activité qui comporte 20 activités. Si ce n'est pas le cas, on ne pourra pas être éligible à la PCH. Si c'est le cas, on pourra bénéficier de l'éligibilité générale. Alors, pourquoi je parle d'éligibilité générale? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une éligibilité spécifique à l'aide humaine qui, présente la même réflexion, la même question, à savoir: est-ce que la personne présente une difficulté absolue ou 2 difficultés graves, cette fois-ci parmi 7 actes essentiels? Donc si ce n'est pas le cas, comme je le disais auparavant, la personne sera éligible à l'ensemble des volets de la PCH, sauf à l'aide humaine, et si on répond oui aux 2 questions, la personne sera éligible à tous les volets de la PCH, y compris l'aide humaine. Et donc pour l'éligibilité générale, voici le référentiel en question, avec un premier domaine qui va concerner les capacités cognitives, comportementales, de la personne, domaine qui s'est d'ailleurs enrichi au 1er janvier de cette année pour faciliter l'accès de la prestation aux personnes qui présentent des troubles psychiques, cognitifs, intellectuels ou des troubles du neurodéveloppement. Donc des capacités d'orientation dans l'espace, de gestion de la sécurité, de maîtrise du comportement, et la nouvelle activité entreprendre des tâches multiples qui va davantage interroger les capacités, des fonctions exécutives de la personne, les fonctions cognitives, et des fonctions exécutives de la personne.
Un deuxième domaine qui est purement en lien avec des capacités fonctionnelles, donc se mettre debout, se déplacer, avoir des capacités de préhension, de motricité. Un troisième domaine d'activité qui va concerner, ce que la PCH appelle l'entretien personnel de la personne, donc la capacité de la personne à se laver, à assurer l'élimination, à utiliser les toilettes, à s'habiller, se déshabiller, à prendre des repas. Et un quatrième domaine qui va davantage interroger, les capacités, notamment sensorielles, les capacités de communication de la personne, donc savoir, si la personne a des difficultés dans, le fait de parler, entendre, voir ou utiliser des appareils techniques de communication. Donc voilà, ce fameux référentiel dans lequel on va chercher à savoir si la personne présente une difficulté ou une difficulté absolue, pardon, ou 2 difficultés graves. Je ne l'ai pas précisé, mais ce que veut dire difficulté absolue, c'est que la personne il faut savoir que pour chaque activité, le référentiel pose une définition précise et comment dire? Décrit chaque activité en différentes composantes. Donc une difficulté absolue, c'est que la personne n'arrive pas en à réaliser ne serait-ce qu'une composante de l'activité et une difficulté grave, c'est que la personne arrive à réaliser l'activité en partie, mais pas de manière, correcte ou alors pas totalement. Une composante d'activité peut être manquante, par exemple. Et même réflexion pour l'aide humaine, donc comme je vous le disais, il y a un référentiel spécifique pour accéder au premier élément de la PCH, à l'élément aide humaine et donc pour être éligible à l'aide humaine, il faut, rencontrer des difficultés dans ce référentiel, donc dans ces 7 actes, donc dans les déplacements intérieurs, dans la toilette, dans l'habillage, dans la prise des repas et de nouveaux actes qui ont intégré ce référentiel au titre de l'aide humaine au 1er janvier, encore une fois pour permettre, un meilleur accès, des personnes qui souffrent de troubles cognitifs, psychiques, intellectuels à la prestation. Donc a été ajouté également la réalisation des tâches multiples et la maîtrise du comportement pour l'évaluation et l'accès, à l'aide humaine. Donc voilà les référentiels d'activités en question dans lesquels on va se questionner sur la présence ou non de difficultés pour permettre l'accès. Encore une fois, cet accès se fait sous condition de présenter une difficulté absolue ou 2 difficultés graves. Alors l'appréciation du niveau de difficulté avec une notion complexe mais très importante concernant la PCH, c'est que la cotation de ces difficultés est effectuée sur les capacités fonctionnelles et non sur la réalisation effective. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce qu'il faut prendre en compte, heu, c'est que l'évaluation de la enfin, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'évaluation de la PCH se scinde en 2 parties. D'une part, l'évaluation des critères en capacité fonctionnelle, c'est-à-dire comment la personne réaliserait l'activité si elle n'avait aucune aide dans un environnement standard et d'autre part, l'évaluation des besoins et le calibrage de la réponse que l'évaluateur fera dans un second temps et qui là sera en fonction de ce que vit réellement la personne. Par exemple, pour illustrer un petit peu ça et pour comprendre de quoi il s'agit quand on parle de capacité fonctionnelle. Une personne qui est amputée, une personne qui, suite à un accident, doit être amputée, une amputation sous-gonale, une amputation sous le genou et qui bénéficie d'une prothèse. Cette personne se déplace sans difficulté, mais en capacité fonctionnelle, c'est-à-dire sans aucune aide dans un environnement standard, donc sans sa prothèse, la difficulté sera bien absolue à la marche. Cette personne ne pourra pas du tout, réaliser l'activité, notamment se déplacer, l'activité marcher et cette activité permettra l'éligibilité à la prestation, sans pour autant qu'en réalisation effective, on constate de besoins auxquels répondre. Mais pour autant, cette personne sera bien éligible à la prestation. Je vais essayer de prendre un autre exemple, une personne qui a des, difficultés, par exemple, dans la toilette, qui s'avère être en lien avant tout avec des difficultés d'accès aux équipements sanitaires, heu, par exemple une hauteur de baignoire très haute ou alors une salle de bain qui est particulièrement petite, étriquée et qui gêne la personne, peut-être dans ses déplacements, dans ses transferts et cetera. Mais fonctionnellement, indépendamment de cet environnement particulièrement défavorable, la personne,
peut être tout à fait autonome pour se laver selon la définition du référentiel. Et donc là, même si la personne nous décrit qu'elle a des difficultés pour se laver, on ira chercher à savoir pourquoi et dans l'exemple que je viens de vous donner, la difficulté ne sera pas considérée, ne sera pas cotée comme grave pour cette activité. Dernière précision également sur cette notion qui est encore une fois très importante et pas forcément évidente à comprendre. Les personnes, qui présentent une symptomatologie déficitaire, en lien notamment, comme on disait avec des troubles psychiques, cognitifs, intellectuels, donc j'entends, par, symptomatologie déficitaire, tout ce qui va être apathie, apragmatisme, avolition et cetera. Même si la personne est capable de faire l'activité, si elle n'en prend pas l'initiative ou si elle n'en prend pas suffisamment l'initiative de réaliser, les activités, le fait de ne pas en prendre l'initiative ou de ne pas en prendre suffisamment l'initiative peut constituer une difficulté grave, voire absolue, à la cotation et permettre de donner accès à la prestation. Donc là, j'insiste encore, l'important dans le remplissage des demandes, est donc de pouvoir à la fois faire comprendre, les troubles de la personne pour justement pour que l'évaluateur mette en lien les troubles avec les difficultés vécues, mais aussi tout aussi important, voire davantage, dans le projet de vie, dans les éléments de la demande, avoir une description fine des difficultés vécues au quotidien, justement pour permettre la cotisation de ces activités et donc l'accès à la prestation. Parce qu'encore une fois, moins on a d'éléments de compréhension, plus ce raisonnement, capacité fonctionnelle, réalisation de l'effectif sera rendu difficile pour l'évaluateur, avec le risque de passer à côté de certaines informations. Et donc, comme je le disais, comme le précise la diapositive, il n'est pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé, mais les difficultés doivent être définitives ou d'une durée minimum d'un an. Et la difficulté, mmh, comme la question du surcoût, s'apprécie toujours par rapport à une personne du même âge sans déficience. Et cette notion d'apprécier les difficultés par rapport à une personne du même champ de déficience est particulièrement complexe, vous vous en doutez, chez l'enfant, étant donné que, l'âge d'acquisition des compétences est une notion, soumise à une forte variabilité interindividuelle, hein, et du coup, comment dire? Dans l'évaluation, des précautions, il y a de grandes précautions qui sont données pour essayer de bien comprendre si les difficultés qui sont présentées sont un réel retard, psychomoteur en lien avec une non-acquisition pathologique ou alors c'est simplement un retard d'apprentissage, un retard psychomoteur, mais qui n'est pas forcément en lien, avec un trouble, avec une déficience. Donc voilà, une spécificité de l'évaluation enfant, qui rend effectivement l'évaluation, parfois plus difficile chez les enfants. Voilà pour les critères d'accès à la prestation et maintenant on va, voir plus en détail comment est élaboré le plan de compensation en ce qui concerne la PCH. Et donc cette fois-ci, comme je vous le disais précédemment, l'évaluation des critères se fait en capacité fonctionnelle, indépendamment entre guillemets de ce que vit la personne réellement dans son quotidien. Par contre, pour l'élaboration de la réponse, là, le raisonnement est tout autre parce que là, on va effectivement tenir compte de ce que la personne vit au quotidien, c'est-à-dire tenir compte des facteurs qui vont limiter, l'activité, la participation de cette personne ou au contraire faciliter, la participation, l'activité de cette personne, notamment par, des potentialités de la personne, propres à la personne ou alors par un environnement qui va être plus facilitateur et cetera. Et donc la réponse au titre de la PCH va pouvoir notamment prendre en compte, on l'a vu, des besoins d'aide humaine, si la personne est éligible à l'aide humaine, encore une fois, et l'élément aide humaine va permettre de répondre à ce que la PCH appelle l'entretien personnel. Alors, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, l'entretien personnel, ça regroupe la toilette, l'habillage, l'alimentation, l'élimination.
Je reprécise ce que j'ai précisé, hein, tout à l'heure. Chaque, chaque activité est soumise, encore une fois, à un temps plafond, c'est-à-dire que l'évaluateur peut apporter, une réponse, mais dans la limite de temps plafond et même d'un temps plafond global, qui ne peut pas être dépassé dans la proposition de plan de compensation, au titre de la PCH. L'aide humaine va pouvoir répondre aussi à, des besoins de déplacement, majoritairement des besoins de déplacement intérieurs. La PCH, l'aide humaine, pardon, va répondre aussi sous condition à la participation à la vie sociale. La condition étant de pouvoir justement identifier un projet de vie sociale et pouvoir quantifier du coup, le besoin d'aide humaine en rapport, avec ce besoin de vie sociale. C'est un besoin d'aide humaine qui peut être notamment en lien avec des déplacements extérieurs ou, de la communication pour accéder aux loisirs, par exemple. L'aide humaine va pouvoir reconnaître de la surveillance, mais là aussi, attention, encore une fois, l'annexe de 5, enfin le cadre qui encadre, la PCH pose sa propre définition de la surveillance et donc qu'est-ce qui est entendu par surveillance, dans l'aide humaine aussi de la PCH, c'est, une surveillance lorsque la personne présente un trouble cognitif, psychique, intellectuel ou un trouble du neurodéveloppement et que cette personne, se met en lien avec ces troubles, s'expose à un danger. Donc si on n'a pas, à la fois présence de l'exposition à un danger et présence des troubles, que j'ai cités juste avant, il ne sera pas possible d'accorder de surveillance au titre de la PCH. Le soutien et l'autonomie, qui est une nouvelle réponse au titre de l'aide humaine, arrivée au 1er janvier de cette année et qui là aussi, concerne le même public. C'est-à-dire que ne pourrait être accordé du soutien à l'autonomie qu'aux personnes qui présentent des troubles cognitifs, psychiques, intellectuels ou des troubles du neurodéveloppement et le soutien à l'autonomie va viser, à, permettre l'accompagnement dans l'exercice de l'autonomie, c'est-à-dire dans sa vie quotidienne, à accompagner cette personne pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne. Donc par exemple, le guider pour, pour remplir en lien avec l'alimentation, pour faire une liste de courses par exemple, aller au magasin, s'il a besoin d'aide dans les déplacements, s'il a besoin de s'adapter, d'adapter sa communication et cetera. Voilà, le soutien à l'autonomie va pouvoir être une réponse, à ce type de besoin. Je vous l'ai déjà dit, chaque activité a, des temps d'aide déterminés dans la limite de plafond. Alors, au titre de l'aide humaine, peuvent également être attribués des forfaits aux personnes qui présentent une cécité. Donc là, une seule condition pour accéder à ce forfait, c'est une condition en lien avec la perte d'acuité visuelle, donc une vision centrale nulle ou inférieure, strictement inférieure à 1/20 de la vision normale. Il sera aussi possible d'accorder des forfaits surdité aux personnes qui présentent également une perte d'acuité auditive, donc supérieure à 70 décibels, et qui présentent un besoin, de recours à une communication adaptée, qui nécessite une aide humaine. À préciser que ces forfaits ne sont pas cumulables avec, l'aide humaine entre guillemets «classique». C'est des réponses forfaitaires qui sont à part, donc forfaitaires on va pas évaluer, finement le besoin. Si les critères sont remplis, ce sera une réponse qui sera accordée forfaitairement. Le besoin ne sera pas évalué finement. Et enfin, un forfait surdicécité, lui aussi, qui est arrivé au 1er janvier de cette année pour les personnes qui présentent du coup une double déficience, à la fois, auditive et visuelle. Donc un forfait, qui là est variable et qui peut aller de 30 à 80 heures en fonction de perte d'acuité visuelle, en fonction des critères, de perte d'acuité visuelle et auditive. Et comme je vous l'ai dit, ces forfaits correspondent à l'élément N humaine. Ils ne peuvent pas être cumulés, alors entre eux et ou avec, d'autres heures d'aide humaine. Alors, toujours concernant l'aide humaine, il faut savoir que cette aide, dans sa mise en œuvre, peut être, apportée par différents types d'aidants.
La personne peut choisir de salarier, d'employer une personne, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un service mandataire. La personne peut, non pas salarier, mais dédommager un aidant familial. Là aussi, la PCH a sa propre définition d'aidant familial, hein, que je vous laisse lire, ou vous pourrez le relire, plus tard dans la présentation. Et enfin, la personne peut aussi, faire intervenir un service prestataire au titre de cette aide humaine. Alors, à savoir, petite précision, la CDAPH, donc la commission qui, accorde ce droit notamment au titre de la PCH, accorde un nombre d'heures. Un type d'aidant est défini, mais avant tout, c'est un nombre d'heures qui est accordé. Ce qui veut dire que la personne peut à tout moment modifier l'aidant qui intervient auprès d'elle, sans remettre en question ce qui a été accordé. Pour ça, il suffit que la personne le fasse savoir au service de suivi des prestations du département et par exemple, demande à reventiler les heures si elle avait choisi, si elle s'était vue attribuer 1 heure au titre de l'aide humaine et qu'elle avait choisi que cette heure soit attribuée en aidant familial. Si l'aidant familial vient à fatiguer, à avoir besoin d'être suppléé sur l'aide apportée, la personne peut demander que cette heure accordée soit transférée au bénéfice de l'intervention d'un service prestataire ou d'un tiers salarié qui interviendrait. Encore une fois, sans avoir besoin de refaire une demande auprès de la MDPH, simplement en déposant une demande de changement de type d'aidant auprès du département. Et le principe de la PCH en établissement, et que même en établissement, la personne peut être bénéficiaire de la PCH, elle peut bénéficier d'aides techniques, si ça rentre bien évidemment pas, dans les compétences de financement d'établissement. Elle peut bénéficier, de charges spécifiques et cetera. Elle bénéficiera aussi de l'aide humaine. Par contre, une règle particulière pour l'aide humaine sera réduite à 10 lorsque la personne est établissement du montant journalier qui a été accordé, et ces 10 doivent être compris dans la limite d'un montant minimum et maximum. Par contre, lorsque la personne sort de l'établissement, par exemple pour un week-end ou pour une permission, le plan au titre de l'aide humaine sera remis, en plein pour permettre d'apporter l'aide nécessaire. Pour les autres volets, donc pour le deuxième volet, concernant l'aide technique, il faut savoir que encore une fois, comme je vous disais au tout début, il y a des règles propres à chaque élément. Concernant l'aide technique, l'annexe 2.5 a posé une définition, précise de ce que doit être une aide technique, donc tout ne peut pas être considéré comme aide technique, et encore une fois, il y a des prises en charge, il y a des montants définis qui sont définis par arrêté, ou à défaut d'être définis dans un arrêté de tarification, il y a une prise en charge qui sera possible à 75 %. Il faut, pour la prise en charge, de cette aide technique, un devis, un projet cohérent, un argumentaire qui est parfois nécessaire. Notamment, je ne sais pas si, par exemple, il s'agit de l'achat d'un fauteuil roulant, où il sera nécessaire d'avoir, l'argumentaire d'un centre, parfois d'un centre de rééducation, si une prise en main d'un fauteuil roulant spécifique, électrique, par exemple, est nécessaire. L'aménagement du logement, le déménagement. Là aussi, comme pour l'aide technique, hein, il y a une définition précise qui est donnée, dans les textes, mmh, pour définir ce que doit être un aménagement du logement. Donc, il faut savoir que toutes les pièces du logement ne seront pas éligibles. Il y a 4 pièces qui sont retenues, à savoir la pièce de vie, les toilettes, les sanitaires et la cuisine, et les pièces qui permettent de cheminer, jusqu'à ces 4 pièces. Donc tout ne pourra pas être éligible. Et là, lorsque l'aménagement est nécessaire, surtout ce qu'il faut retenir, c'est ne rien anticiper, et faire avant toute chose la demande à la MDPH pour permettre la visite de l'ergothérapeute, parce que la prise en charge sera déterminée, en fonction des préconisations, qui pourront être données par l'ergothérapeute. Alors il faut savoir déjà que la PCH ne s'évalue, que sur devis.
et entamer des démarches avant d'avoir sollicité la MDPH concernant l'aménagement du logement, c'est prendre un risque justement de voir un projet qui ne sera que partiellement financé par la PCH, puisque l'ergothérapeute peut dessiner une autre préconisation de ce qui a pu être retenu. L'aménagement du véhicule, qui peut être pour accéder, à celui-ci ou pour accéder à celui-ci et aménager le poste de conduite. Donc là, il sera encore une fois question d'une prise en charge partielle et 2 devis seront exigés. 2 devis comparatifs seront exigés. À savoir également que lorsqu'on demande un aménagement du poste de conduite, il est impératif que le permis, de conduire ait été régularisé auprès de la préfecture. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que le permis de conduire mentionne les aménagements du poste de conduite nécessaires. Ce qui n'est pas le cas si c'est uniquement un aménagement du véhicule pour permettre l'accès en tant que passager uniquement. Comme on l'a dit, un surcoût de transport est également possible avec une prise en charge, heu, encore une fois qui est partielle à 75 et des devis qui seront demandés pour l'évaluation de ce surcoût de transport. Là aussi, comme je vous le disais, il y a une définition spécifique du surcoût transport. Ce ne sera pas tous les trajets, ce sera uniquement les trajets qui sont fréquents et réguliers, c'est-à-dire qui correspondent à des trajets qui se répètent et qui ont les mêmes caractéristiques, géographiques, c'est-à-dire, d'un point A à d'un point B, notamment des trajets, par exemple, domicile lieu de travail ou domicile établissement ou alors domicile lieu de loisir, à condition que ce soit bien pour, aller d'un même lieu vers un même lieu systématiquement. Les prises en charge spécifiques ou exceptionnelles, on en a déjà parlé. Elles aussi peuvent être prises en charge en fonction d'un tarif, donc totalement et s'il y a pas de tarif annoncé par arrêté, elles seront prises en charge à 75. Et l'aide animalière, enfin le 5e élément de la PCH. Là, la prise en charge, est faite par un forfait, qui est encore une fois octroyé pour permettre, pour aider à l'entretien d'un chien guide et le certificat de labellisation sera nécessaire. Encore une fois, la PCH n'intervient pas sur le financement de l'animal, puisque celui-ci est pris en charge par la sécurité sociale. Autre réponse au titre de la PCH, la PCH parentalité, donc un élément de la PCH qui vise à aider, le parent en situation de handicap qui a un enfant de moins de 7 ans, puisque une limite a été donnée, l'âge des enf un âge de l'enfant de 7 ans et qui se compose de 2 aides forfaitaires, pour, aider les parents dans l'exercice à la parentalité, une aide humaine qui peut par exemple, aider la personne en situation de handicap à employer une tierce personne pour changer son enfant, si elle n'est pas en capacité, de le faire. Il y a aussi un forfait d'aide technique à la parentalité qui peut permettre aux parents en difficulté, dans l'exercice de la parentalité, d'acheter du matériel adapté pour s'occuper de son enfant. Donc, là, dans la diapositive est notamment pris, l'exemple d'une table allongée à hauteur réglable. Donc là encore, ces 2 aides forfaitaires, qui dérogent un petit peu, aux aux autres principes d'évaluation de la réponse de la PCH. On n'évalue pas le besoin précisément. Si les critères sont remplis, c'est-à-dire être éligible à la PCH et avoir un enfant de moins de 7 ans, si on est éligible à l'aide humaine, on pourra avoir le forfait d'aide humaine à la parentalité sans que ce soit questionné la question, du besoin précisément. Le raisonnement est le même pour le forfait technique à la parentalité. Toujours, dans le calibrage de la réponse, il faut avoir aussi en tête qu'il y a des règles de cumul et de non-cumul avec d'autres prestations, puisqu'encore une fois, la PCH n'est pas la seule prestation, du droit à la compensation et notamment la PCH est une prestation qui va être non cumulable avec l'allocation compensatrice tierce personne, donc l'ACTP, que la PCH est venue remplacer comme on le disait au tout début et il faut savoir que le choix est définitif. Si on est bénéficiaire de l'ACTP, puisqu'il est toujours possible de percevoir l'ACTP pour les personnes qui ont un droit ouvert, heu
il est toujours possible d'en bénéficier. Si par contre on fait le choix de la PCH, étant donné que la CTP n'existe plus, ce choix sera définitif. Il est également possible, la PCH n'est pas cumulable avec l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA. On l'a vu concernant le critère d'âge, il est possible de bénéficier de la PCH après l'âge de 60 ans, avec des critères, autres. Il peut être aussi possible de bénéficier de l'APA après l'âge de 60 ans. Donc un droit d'option est possible entre les 2 prestations. Là, par contre, le choix est non définitif puisque, si on remplit les critères de l'une ou l'autre de l'une, enfin des 2 prestations, on peut, passer, de la PCH à l'APA et inversement, par le biais d'un droit d'option. Et comme on le disait aussi, toujours en lien avec le critère d'âge, la PCH peut être cumulée avec l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, mais pas avec son complément, le complément d'A2EH. Donc il faut savoir que là, dans l'évaluation d'enfant, quand il y a un besoin de compensation qui est demandé et que la PCH est réclamée, il y a un droit d'option qui va être formalisé et qui va proposer simultanément l'A2EH de base et le complément, ou l'A2EH de base et la PCH, à savoir qu'il y a une exception, la 3e option, qui va présenter à la fois l'A2EH de base, le 3e élément de la PCH. Donc si vous vous souvenez bien, le 3e élément de la PCH, c'est aménagement du logement, du véhicule et surcoût transport, plus un complément pour couvrir les autres frais. Un un droit d'option qui n'est pas simple dans sa compréhension, notamment pour les parents, vous l'aurez compris. Et enfin, dans l'élaboration de cette réponse, donc encore une fois et pour la dernière fois, vous l'aurez compris maintenant, la PCH, elle n'est pas la seule prestation en mesure de couvrir les frais en lien avec des besoins de compensation. Elle ne peut donc pas répondre à l'ensemble, de ces besoins de compensation. Il y a Le législateur a prévu systématiquement un reste à charge concernant cette PCH et règle de subsidiarité, on l'a déjà évoqué, la PCH est subsidiaire aux prestations de même nature de la sécurité sociale. Et du coup, étant donné que la PCH n'est pas la seule prestation, n'est pas en mesure de couvrir l'ensemble des besoins de compensation, effectivement, il faut savoir qu'il y a de nombreuses aides, notamment, par exemple, heu, pour de l'adaptation du poste de travail pour des personnes qui sont en emploi. Notamment, on peut solliciter l'AGEFIP, l'association de gestion du Fonds pour l'insertion des personnes handicapées, pour les personnes qui sont employées de droit privé, et pour les personnes qui sont employées de droit public, il y a également le Fonds pour l'insertion des personnes handicapées de la fonction publique, le FIPHFP. Il existe d'autres aides de la CAF, des aides aussi de l'action sociale, et cetera. À savoir aussi qu'à la MDPH, il y a un fonds départemental de compensation qui intervient, justement sur cette question du reste à charge et qui vient compenser le reste à charge laissé par la PCH, après, après avoir questionné, les autres financements possibles, concernant un reste à charge, sur les volets 2 et 3 de la prestation. Donc sur les volets aide technique et aménagement du logement et du véhicule. Il est possible de solliciter le Fonds départemental de compensation du handicap du Nord. Et donc la synthèse de cette logique d'évaluation de la PCH qu'on vient de voir, pour essayer de reprendre un petit peu tout ce que j'ai pu dire là pendant cette heure et avoir une vue d'ensemble, de l'évaluation de cette PCH. Donc on l'a vu, avant tout, l'évaluateur doit, au début de l'évaluation, se poser, la question des principes généraux, donc la question de savoir si la personne entre dans le champ du handicap selon la loi de 2005. Doit se poser la question du droit commun avant le droit spécifique, donc les évaluateurs, donc qui sont territorialisés, hein, en fonction des différents territoires du département et qui doivent du coup, qui apprennent à connaître leur territoire et les réponses notamment de droit commun ou de droit commun, ou de droit spécifique, doivent du coup avoir ce réflexe si ils en ont la connaissance et si, c'est évalué possible, raisonnable, de proposer une réponse au titre du droit commun avant de tomber dans le droit à la compensation. Il y a cette notion de surcoût, encore une fois, qui est centrale à toute l'évaluation de la PCH, déterminer ce qui, par rapport à une personne du même âge, constitue un surcoût.
Il y a des critères liés à l'âge. Encore une fois, l'âge de 60 ans, l'idée étant qu'on peut être aussi éligible après 60 ans, mais toujours à condition d'avoir présenté les critères avant l'âge de 60 ans. Et encore une fois, ce n'est pas la présence de la pathologie, qui détermine forcément cette éligibilité avant les 60 ans. On se réfère vraiment à la présence des critères, donc c'est-à-dire des difficultés avant cet âge. Il y a la notion, donc de situation régulière, la notion de résidence stable qu'on a vue. Ensuite, une fois ces principes généraux vérifiés, il y a l'analyse fonctionnelle des activités. Donc là, encore une fois, en analyse fonctionnelle, détachée de ce que vit réellement la personne, donc savoir si la personne présente effectivement des difficultés dans, les 2 référentiels d'activité de la PCH, donc dans le référentiel général pour permettre l'accès aux éléments 2 à 5 de la PCH et si besoin d'aide humaine, vérifier également l'éligibilité à l'aide humaine dans les 7 actes essentiels, heu qui compose le référentiel d'accès à l'aide humaine. Donc la question est toujours de savoir si la personne présente au moins 2 difficultés graves ou une difficulté absolue. Les besoins ensuite qui sont évalués dans un second qui peuvent être évalués alors, heu, soit lors de la première évaluation, soit lors d'un second temps, en visite à domicile. Donc une évaluation des besoins larges et là, avec la constatation de ce que vit réellement la personne et du coup, de déterminer, de savoir ce qui peut rentrer dans la PCH et ce qui n'entre pas dans la PCH et auquel cas, se questionner de savoir s'il y a d'autres réponses alternatives qui pourraient, apporter, l'aide nécessaire à la personne, si ça ne peut pas relever de la PCH. Et enfin la réponse, donc la réponse qui est formalisée dans la proposition du plan de compensation, proposition qui est envoyée à la CDAPH et à la personne et après un délai d'observation laissé, la tenue de la commission qui, elle, va, sur la base de cette proposition, décider d'accorder les droits à la prestation. Et concernant le reste à charge, l'éventuel reste à charge ou ce qui n'a pas pu être couvert par la PCH, et bien encore une fois, il faut rechercher des réponses des autres cofinanceurs, des réponses au droit commun, et cetera. Et la possibilité, en dernier recours, de faire une demande au Fonds départemental de compensation du handicap du Nord, avec un comité qui se tient et qui décide d'octroyer des aides concernant le reste à charge laissé par la PCH. Encore une fois, toujours concernant l'élément 2 et 3, c'est-à-dire aide technique, aménagement du logement et aménagement du véhicule. Le fonds de compensation n'interviendra que sur le reste à charge en lien avec ces éléments. Donc voilà pour cette vue d'ensemble du parcours de l'évaluation de la PCH et des questions, qui se posent et pour remettre un petit peu, cette logique dans le parcours du dossier pour que vous puissiez vous figurer un petit peu à quel instant, ces étapes se concrétisent et vous permettent de solliciter peut-être l'évaluation au bon moment. Donc un délai de 4 mois minimum, alors je dis bien, un délai légal de 4 mois, mais concernant la PCH, notamment l'aménagement du logement, vous imaginez bien que, le fait de devoir, faire une visite à domicile, de devoir demander des devis aux artisans et cetera, ça peut forcément rallonger ce délai, notamment. C'est la prestation qui demande le plus de contraintes techniques dans l'évaluation, notamment par la prise de rendez-vous et cetera. Donc la MDPH reçoit un dossier complet. Ce dossier est numérisé, enregistré par un service spécifique qui va vérifier notamment la complétude administrative, donc les critères, notamment de régularité, et de stabilité du logement que j'ai évoqués. L'équipe pluridisciplinaire étudie la demande, donc encore une fois, en capacité fonctionnelle pour les critères et ensuite en visite à domicile ou sur pièce, pour évaluer les besoins. L'évaluation à domicile est éventuellement réalisée, on l'a dit. Une proposition de plan est ensuite envoyée à l'usager et inscrite à la commission. Et au bout de 15 jours, la CDAPH, enfin de 15 jours minimum, la CDAPH se tient, hem et prend ses décisions. De là sont envoyées des notifications de droit à l'usager.
et à ses représentants légaux, bien évidemment, si c'est le cas. Et les voies de recours à la suite de cette décision. Alors, par rapport à la décision initiale, la personne a 2 mois pour déposer un recours administratif préalable obligatoire. Durant ces 2 mois, la personne peut aussi solliciter, un conciliateur qui va suspendre aussi, le délai des 2 mois pour déposer un rapport. Et si, suite à la réponse donnée à ce rapport, l'usager se considère toujours lésé ou s'il n'est pas satisfait de la réponse et qu'il considère avoir été lésé par rapport au droit existant, la personne a 2 mois pour saisir le tribunal judiciaire. Voilà, et oui, je crois que c'est tout. Ben, merci Guillaume, timing respecté. Il ne reste Désolé. qu'à vous souhaiter à tous une belle journée et à bientôt. Merci à tous, Anne. Oui, Juste, moi, je vais Merci, au rajouter revoir. 2 petites choses. Juste vous dire donc du coup qu'il y aura vraiment un réseau autonomie sur la PCH, donc c'est le 23 juin après-midi et que si vous souhaitez aussi participer, n'hésitez pas à nous envoyer que vous n'êtes pas inscrit donc au réseau autonomie, n'hésitez pas à nous envoyer, votre mail et juste vous dire également que le prochain, donc 1 heure pour l'autonomie aura lieu donc le 30 mai. Donc c'est encore ce mois-ci et donc si tout va bien, ce sera sur les troubles cognitifs. Voilà, c'était juste ce que je voulais rajouter. eh bien merci à tous, au revoir et bon appétit. Merci, merci Guillaume.